Pour mon 20e anniversaire, papy m'a tendu les clés de sa compagnie d'1 million d'euros. Mais après la fête, maman a annoncé, à partir de maintenant, mon mari dirigera l'entreprise. Absolument pas. Je suis la propriétaire maintenant, ai-je rétorqué. Ses yeux se sont plissés. Alors fais tes valises et va-t'en. C'est à ce moment-là que papy a gloussé. Et a révélé une surprise qui a plongé la pièce entière dans le silence. Je m'appelle Emma. J'ai 20 ans. Le soir de mon 20e anniversaire, la grande salle de bal de notre maison ressemblait à un décor de cinéma. C'était magnifique, mais rien n'y était réel. Les lustres dégoulinaient de cristal, brillants comme des étoiles gelées. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, mais personne n'écoutait. L'air était lourd, un mélange de parfums chers, de lys et de champagne que les serveurs transportaient sur des plateaux d'argent. Je me tenais près des portes-fenêtres, vêtu d'une simple robe bleue. Ma mère m'avait voulu en paillettes dorées. « Tu es l'héritière, Emma » avait-elle dit, la voix tendue. « Tu dois en avoir l'air. » Mais j'ai porté la robe bleue. C'était mon petit nom au silencieux. Je regardais ma mère de l'autre côté de la pièce. Elle était une vision en verre émeraude, sa main reposant sur le bras de son nouveau mari, Victor. Il avait 10 ans de moins qu'elle et semblait avoir été conçu dans un laboratoire pour diriger un fonds spéculatif. Des dents parfaites, des cheveux parfaits, un sourire qui n'atteignait jamais, au grand jamais, ses yeux. Ils étaient mariés depuis 6 mois. Mon père était mort depuis 3 ans. Le calcul m'a toujours paru faux. Je les regardais rire avec les autres invités. Ce n'étaient pas vraiment des invités. C'étaient des membres du conseil d'administration, des avocats et des familles de la vieille fortune qui n'avaient jamais travaillé un seul vrai jour de leur vie. Ils étaient tous là pour assister au spectacle. Le 20e anniversaire des héritiers Anne. La nuit où l'on s'attendait à ce que papy me nomme officiellement sa successeur. J'ai senti une main familière sur mon bras. C'était mon grand-père, Marcus Anne. Avant que je vous raconte comment tout a basculé. Aimez et abonnez-vous. Laissez un commentaire. D'où regardez-vous? C'était un petit homme, rendu encore plus petit par l'âge, mais sa présence remplissait la pièce. Il s'appuyait sur une canne à pommeau d'argent, non pas parce qu'il en avait toujours besoin, mais parce qu'elle produisait un bruit sourd très satisfaisant sur les sols en marbre. Il m'a regardé, ses yeux clairs et vifs par-dessus le bord de sa coupe de champagne. « Tu ressembles à ta grand-mère » a-t-il dit. Sa voix était un grondement sourd. « Est-ce une bonne chose » ai-je demandé, essayant de sourire. « C'est une chose forte » a-t-il dit. Il a regardé ma mère et Victor. Son visage n'a pas changé, mais l'air autour de lui est devenu glacial. Ils profitent de la fête. C'est leur fête, ai-je dit. Ils m'ont juste invité. Les lèvres de papy ont tressailli. C'est bien ce qu'ils ont fait. Maintenant, arrête de te cacher près des rideaux. C'est l'heure des discours. Il m'a laissé le raccompagner à la table d'honneur. La musique s'est arrêtée. Le brouhaha s'est estompé. Une centaine de paires d'yeux se sont tournés vers nous. J'ai senti le regard de Victor sur moi. C'était comme un insecte rampant sur ma peau. Ma mère a tapé une cuillère contre son verre. Amis, famille, a-t-elle commencé, la voix claire et polie. Merci d'être venu célébrer ma magnifique fille, Emma. Elle m'a souri, mais c'était un sourire pour les appareils photo, pour la salle. 20 ans. C'est difficile à croire. Elle a parlé pendant 5 minutes. Elle a mentionné le décès de mon père, notre grande perte. Elle a mentionné mes années d'adolescence difficiles. Elle a parlé de l'entreprise, Anne Industries, comme d'un lourd fardeau. Mon père Marcus a porté ce fardeau si longtemps, a-t-elle dit, plaçant une main manucurée sur son cœur. Et je sais que tout le monde s'attend à ce qu'Emma, un jour. Eh bien, essaie. La salle était silencieuse. Essaie. Mais, a continué maman, son sourire s'élargissant, nous sommes une famille moderne, et diriger une compagnie d'1 milliard d'euros requiert une main spécifique, forte et expérimentée. Elle s'est tournée et a pris la main de Victor. Il s'est levé avec elle, l'air humble. C'était un air travaillé. À partir de maintenant, a annoncé maman, sa voix résonnant d'une fausse joie, mon mari, Victor, s'occupera des opérations quotidiennes de l'entreprise.
Il prendra la relève en tant que directeur par intérim. Les lustres scintillaient. L'air s'est transformé en glace. Tout le monde s'est figé. Même les serveurs. J'ai regardé Papy. Il observait ma mère, son visage un masque parfaitement vide. Je me suis retourné vers ma mère. Victor se tenait à ses côtés, sa main dans son dos. Un roi acceptant son nouveau château. Absolument pas, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Dans ce silence, cela a résonné comme un coup de feu. La musique n'a pas repris. Le violoniste est resté là, l'archet en l'air, à me fixer. Le sourire de ma mère ne s'est pas seulement estompé. Il s'est brisé. Il s'est fracassé comme un miroir qu'on laisse tomber. Ses yeux, habituellement si chaleureux et brillants pour les appareils photo, se sont transformés en éclats de verre vert. « Que as-tu dit » a-t-elle chuchoté. J'ai dit « absolument pas », ai-je répété, un peu plus fort. Papy est le président du conseil et il m'a donné l'entreprise. Les actions sont dans une fiducie et elles deviennent miennes ce soir. Je n'avais pas prévu de le dire. J'avais prévu de me taire, mais ces mots, d'essayer, avaient allumé un feu. Le visage de maman est passé du blanc au rouge. Elle a regardé autour d'elle, a vu les yeux des membres du conseil, et son embarras s'est transformé en rage. Victor a posé une main sur son bras. Voyons, Emma, ne soyons pas dramatiques. Ta mère et moi en avons discuté. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ne te parle pas, ai-je dit, le coupant. Ma mère a fait un pas en avant. Sa voix était basse maintenant, un sifflement. Espèce de petite garce ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Que as-tu fait ? Ai-je demandé. À part remplacer mon père avant même qu'il ne soit froid dans sa tombe. Le halètement collectif de la salle fut bref. Je m'en fichais. Ça suffit, a claqué maman. Son visage public avait disparu. C'était la vraie elle. Tu veux me défier dans ma propre maison ? Très bien. Alors fais tes valises et va-t'en. Elle a pointé un doigt tremblant vers le grand escalier. Va-t'en. Je n'ai pas bougé. J'ai senti mes mains trembler. J'avais 20 ans et ma mère venait de me mettre à la porte devant tout le monde que nous connaissions. J'étais une victime, là, dans une robe bleue. J'ai senti les larmes monter. Je ne les laisserai pas couler. J'ai regardé Papy. Il n'avait pas bougé. Il observait toujours. Puis il a fait quelque chose qui a tout arrêté. Il a gloussé. Ce n'était pas un son joyeux. C'était bas, profond et dangereux. C'était le son qui a réduit au silence la pièce entière. Tous les chuchotements ont cessé. Ma mère s'est tournée vers lui. Père, je... Boum. Sa canne d'argent a heurté le sol en marbre. Le son a résonné. Il a tapé une fois. Bien, a-t-il dit doucement. Sa voix a percé le silence. Il m'a regardé. Il a regardé ma mère. Il a regardé Victor. Maintenant, nous allons voir, a-t-il dit, sa voix calme mais portant jusqu'à chaque coin de la pièce, qui mérite vraiment le nom d'Ehan. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Les membres du conseil semblaient confus. Ma mère semblait furieuse. Victor, pour la première fois, semblait nerveux. Personne ne comprenait ce qu'il voulait dire, mais moi, si. Parce que Papy ne disait jamais rien sans un plan. Et toute cette nuit, toute cette fête, ce n'était pas une célébration. C'était un test. Et ma mère venait d'échouer. Elle n'a pas toujours été cruelle. Je sais que c'est ce que les gens disent de leurs monstres. Mais c'est vrai. Quand j'étais petite, avant Victor, avant que l'argent ne devienne plus important que les gens, elle était juste maman. Mon père était un homme tranquille, un architecte. Il aimait les livres et les vieux arbres. C'est lui qui m'a appris à être immobile, à écouter. Papy l'aimait pour ça. Ton père est le seul homme honnête que je connaisse, disait Papy. Il ne veut rien de moi. Ma mère, Ara, était différente. Elle était le feu. Elle était brillante et bruyante et aimait être le centre de tout. Elle et mon père formaient un couple étrange, comme un phare et la falaise tranquille sur laquelle ils se tenaient. Mais ça marchait.
Il la calmait et elle le faisait rire. Quand papa est mort, l'accident de voiture a été instantané. J'avais 16 ans. La lumière de notre maison s'est éteinte. Pendant les premiers mois, maman était un fantôme. Elle se glissait dans mon lit la nuit, son corps secoué de sanglots. Elle sentait le jasmin et son cher parfum de tristesse. « Tu es mon monde, Emma », me chuchotait-elle dans les cheveux. « Il n'y a plus que nous maintenant. Toi et moi contre tout le monde. Je ne laisserai jamais rien t'arriver. » Et je l'ai cru. Je la serrais dans mes bras. Moi, une fille de 16 ans, je tenais ma mère. Je pensais que nous étions une équipe. Cela a duré environ 1 an. Puis Victor est apparu. Je l'ai rencontré à un gala de charité auquel ma mère s'était forcée à assister. C'était un banquier d'affaires. Il a dit qu'il avait un portefeuille. Il a dit qu'il avait des yeux qui regardaient ma mère non pas comme une veuve en deuil, mais comme une nouvelle voiture brillante qu'il voulait posséder. Il souriait trop. Ses dents étaient trop blanches. Il touchait trop. Sa main était toujours sur le bras de maman, sa taille, le creux de son dos. C'était possessif. Et il posait trop de questions. Alors Emma, m'a-t-il dit lors de notre premier dîner de famille, sa voix mielleuse. Toi et ton grand-père, vous êtes proches, hein? Oui, ai-je dit, en faisant bouger mes petits pois dans mon assiette. C'est super. C'est vraiment super. C'est un homme puissant. An industrie. Waouh. De grandes chaussures à chausser, hein? Je suppose. Et ta mère me dit que tu es l'unique héritière. C'est beaucoup de pression pour une jeune femme. J'ai regardé ma mère. Elle lui souriait, les yeux étoilés comme si elle n'entendait pas la cupidité dans sa voix. Victor, ne lui fais pas peur, a-t-elle dit en riant. Je n'ai pas peur, ai-je dit. Il a juste souri. Bien sûr que non. Tout a changé après ça. Le parfum de jasmin de maman a été remplacé par une odeur lourde et musquée que Victor lui avait achetée à Paris. Les soirées tranquilles que nous passions à regarder de vieux films ont été remplacées par de bruyants dîners. Les amis de Victor, des hommes et des femmes mielleux et bruyants aux yeux durs, ont rempli notre maison. Le chagrin de maman s'est estompé, remplacé par une gaieté cassante et désespérée. Elle a commencé à s'habiller en rouge et en or. Elle s'est coupé les cheveux. Elle riait à toutes les blagues de Victor, même celles qui n'étaient pas drôles. Il a commencé à poser des questions sur la santé de papy. Est-ce qu'il a, vous savez, toute sa tête à son âge? Il posait des questions sur l'entreprise. Qui dirige vraiment les choses là-bas? Est-ce que ton père a de vieux partenaires qui pourraient être difficiles? Il posait des questions sur les actions. Alors, cette fiducie, c'est tout pour Emma. Ton propre père ne t'a rien laissé? C'est compliqué, chérie, j'ai entendu maman lui dire une fois. Tout est lié. On peut le délier, avait-il dit, sa voix une promesse basse. Papy l'a vu. Il l'a vu dès le premier jour. Cet homme, m'a dit papy après un dîner auquel il avait été forcé d'assister, est un vautour. Il n'attend pas que quelque chose meure. Il essaie de le tuer. J'ai essayé de parler à maman. J'avais 17 ans. Maman, je n'aime pas Victor. Il ne veut que ton argent. Son visage, qui avait été si doux et heureux, s'est fermé. C'est une chose terrible à dire, Emma. Mais c'est vrai. Il demande toujours après le testament de papy. Il pose des questions sur ma fiducie. Il s'intéresse, a-t-elle claqué? Il essaie de faire partie de cette famille. Quelque chose que tu ne comprendrais pas. Tu te morfonds dans cette maison depuis 1 an. Il est temps de passer à autre chose. Je passe à autre chose. Papa n'est parti que depuis 1 an. Et qu'est-ce que je suis censé faire? A-t-elle crié. Être une veuve triste pour toujours? Victor m'aime. Il veut prendre soin de moi. Pourquoi ne peux-tu pas être heureuse pour moi? Parce qu'il ne t'aime pas, ai-je chuchoté. Il aime le nom Anne. Elle m'a giflé. C'était la première fois qu'elle levait la main sur moi. Le son a résonné dans le hall en marbre. Mes joues me brûlaient. Mais mon cœur me faisait plus mal. Ne dis plus jamais, a-t-elle dit, sa voix tremblante de rage, ça. C'est un homme bien. C'est mon avenir, et si tu ne peux pas l'accepter,
tu peux aller vivre avec ton grand-père. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à passer plus de temps chez papy. C'était plus calme. C'était sûr. Mais je devais quand même rentrer à la maison. Je devais quand même les voir. La nuit où j'ai appris la vérité. J'avais 18 ans. J'étais rentré d'une séance d'études tardive. La maison était sombre, à l'exception de la lumière de son bureau. J'ai entendu leur voix, basse et en colère. Je me suis arrêté à la porte. Elle était juste entr'ouverte. Tu ne peux pas simplement lui demander de le signer. Victor, il n'est pas stupide, disait maman. Je ne dis pas de lui demander. Je dis que tu es sa fille. Tu as la procuration. S'il est malade. Il n'est pas malade. Il est en meilleure santé que moi. On peut arranger ça, a dit Victor. Mon sang s'est glacé. Ne dis pas ça, a dit maman. Mais sa voix n'était pas choquée. Elle était fatiguée. Nous devons être plus malins. Le problème n'est pas le vieil homme. C'est Emma. Mon nom. Mon nom est tombé de ses lèvres comme quelque chose de sale. Elle est sa préférée. Tout lui revient. Si elle n'était pas dans le tableau. Qu'est-ce que tu dis? A demandé maman. Je dis, la voix de Victor était douce maintenant, que c'est une jeune fille. Les jeunes filles sont émotives. Elles sont instables. Si elle devait, disons, faire une dépression nerveuse. Si elle était jugée incapable de gérer ses affaires, une bonne mère devrait intervenir. Un beau-père aimant devrait aider. Il y a eu un long silence. J'ai prié, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, dis-lui qu'il est fou. S'il te plaît, mets-le dehors. Puis elle a parlé. Sa voix était froide. Plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Elle est têtue. Elle ressemble trop à son grand-père. Tu es sa mère, a dit Victor. Tu peux la gérer. Nous avons juste besoin d'un peu de temps. Nous devons l'isoler de lui. Nous devons la faire passer pour le problème. Une autre pause. Je pouvais entendre le tintement des glaçons dans un verre. Laisse-moi m'en occuper, a dit maman. Je me suis éloigné de la porte. Mon cœur était une pierre dans ma poitrine. C'est là que j'ai appris. Le silence. La chose que je pensais être une faiblesse pouvait être violente. Son silence, son absence de défense à mon égard, était une trahison plus profonde qu'un couteau. Elle n'était plus seulement ma mère. Elle était sa partenaire. Et je n'étais pas leur fille. J'étais leur obstacle. La crise cardiaque a eu lieu un mardi. Elle a été rapide, brutale, et elle a presque réussi. J'étais dans ma chambre de dortoir à l'université, en train d'étudier pour un partiel de finance. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle pleurait. De vraies larmes cette fois. Le genre de larmes qu'on ne peut pas simuler. C'était des larmes de panique. C'est papy. A-t-elle sangloté. Il s'est effondré. Il l'emmène à Saint-Jude. C'est. Oh, Emma, c'est grave. J'ai laissé tomber le téléphone. Je n'ai pas fait de sac. J'ai couru hors de mon dortoir et j'ai conduit les 2 heures jusqu'à l'hôpital, tout mon corps tremblant. Quand je suis arrivé, la scène dans la salle d'attente des soins intensifs était une pièce de théâtre tordue. Ma mère était affalée sur une chaise, son maquillage en désordre, ressemblant à s'y méprendre à une fille terrifiée et aimante. Victor, non. Victor se tenait près du poste des infirmières, son téléphone à l'oreille. Il portait un costume bleu marine impeccable. Il ne pleurait pas. Il était plein d'énergie. Oui, je comprends, disait-il, la voix basse et ferme. Il a eu un événement cardiaque important. Non, il n'est pas en état de prendre des appels. À partir de maintenant, toutes les demandes du conseil d'administration passent par moi. Moi. Il m'a vu le regarder. Il a éteint son téléphone et s'est approché, son visage un masque de fausse tristesse. Emma, Dieu merci. Ta mère est anéantie. Comment va-t-il? Ai-je demandé, la voix rauque. Ce n'est pas bon, ma petite, a-t-il dit, posant une main sur mon épaule. J'ai reculé. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais nous devons être réalistes.
C'est un vieil homme. Ne l'appelle pas comme ça. Nous devons nous préparer, a-t-il continué, m'ignorant. À toutes les éventualités. Ma mère a levé les yeux. Emma, bébé. Elle a tendu une main tremblante. Je suis allé vers elle. Je l'ai laissée me serrer dans ses bras. Elle sentait le parfum rassis et la peur. Il va s'en sortir, maman, ai-je dit. Mais je n'en étais pas sûr. Papy a survécu, mais de justesse. Il est resté 2 semaines aux soins intensifs. Il était faible et petit, et des tubes semblaient sortir de lui de partout. Je suis restée assise avec lui. Je lui lisais mes manuels à voix haute. Je lui tenais la main, qui ressemblait à une collection de brindilles sèches. Ma mère et Victor sont venus, mais leur visite était différente. Ils entraient. Maman embrassait le front de papy. Et puis il se tenait dans un coin et chuchotait. Il chuchotait avec les médecins. Il chuchotait avec les infirmières. Il chuchotait avec un avocat que je ne reconnaissais pas. Un homme au sourire acéré qui a soudainement commencé à apparaître. Pendant que papy se remettait, Victor a commencé son WED. Il s'est installé dans le bureau principal de papy chez Anne Industries. Il a dit que c'était juste pour garder le siège au chaud. Il a commencé par de petites choses. Il gérait les appels de papy. Il examinait les projets en cours. Puis les changements ont commencé. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Ma mère, qui avait toujours la procuration de papy pour sa santé, a signé les papiers. Elle a dit qu'il était trop malade pour être dérangé. Lors de la réunion, Victor a prononcé un discours émouvant. Il a parlé de méthodes démodées et de la pensée du nouveau siècle. Il a parlé de dégraisser. Il a renvoyé le directeur financier de papy, un homme qui était avec lui depuis 40 ans. Il l'a remplacé par un jeune de 28 ans de son ancienne entreprise. Il a renvoyé l'assistante de direction de papy, une femme aimable nommée Madame Gable, qui me connaissait depuis ma naissance. Il a dit qu'elle était superflue. Il s'est autoproclamé directeur par intérim. Ma mère a souri pendant tout ce temps. Elle a organisé un déjeuner pour les épouses des membres du conseil. Elle a raconté à quel point Victor était courageux de prendre les choses en main pendant notre crise familiale. Elle a fait passer cela pour un acte héroïque, pas pour un détournement. C'était un changement silencieux. Il n'y avait pas de chars dans les rues. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre. C'était juste une signature ici. Une nouvelle politique là, une restructuration. Au moment où papy était assez bien pour être ramené à la maison, Victor dirigeait l'entreprise. Je suis restée silencieuse. Je devais le faire. J'étais dans mon dortoir ou à l'hôpital. J'étais juste la petite fille en deuil. Qu'est-ce que j'y connaissais? Mais je me suis souvenu d'une leçon que papy m'avait apprise. C'était il y a des années. Nous étions au chalet du lac. Il m'apprenait à jouer aux échecs. J'étais impatiente. Je n'arrêtais pas d'essayer de prendre sa reine. Je n'arrêtais pas de perdre mes pièces. Je me suis énervé et j'ai renversé l'échiquier. Il a juste patiemment replacé les pièces. Tu perds, Emma, avait-il dit, la voix calme, parce que tu penses que le pouvoir, c'est d'attaquer. Comment gagne-t-on autrement? Avais-je boudé? Il avait déplacé son cavalier. On ne gagne pas en criant. On ne gagne pas en étant la personne la plus bruyante de la pièce. C'est ce que pense ta mère. Elle a tort. Il s'est penché, ses yeux vifs. Le pouvoir ne crie pas, Emma. Il ne charge pas. Le pouvoir. Il observe. Il attend. Il apprend. Il voit tout l'échiquier. Il attend que l'autre personne fasse une erreur. Et ils font toujours une erreur. Assise près de son lit d'hôpital, regardant Victor se déplacer dans l'entreprise comme un virus, j'ai finalement compris. Il pensait que j'étais un pion. Il pensait que j'étais une fille stupide et émotive de 20 ans. Il ne savait pas que j'étais une reine. Et j'observais. J'ai commencé à observer. J'ai joué mon rôle. J'étais la bonne fille, silencieuse. J'allais à mes cours. J'apportais à papy ses médicaments. Je souriais quand Victor faisait une blague au dîner. Pauvre Emma, disait-il, en m'ébouriffant les cheveux en passant. Tout ce stress.
Ne t'inquiète pas pour les affaires, ma jolie. Concentre-toi juste sur quoi, déjà? L'histoire de l'art. La finance, disais-je, d'une voix neutre. C'est ça. C'est ça. Eh bien, concentre-toi sur ton petit diplôme. Victor s'occupera des affaires de grand. Il riait. Ma mère riait. Je souriais. Mais la nuit, la maison était à moi. Victor avait installé de nouvelles caméras de sécurité, mais il était arrogant. C'était un nouveau riche. Il pensait que la technologie était le seul moyen d'espionner. Il ne connaissait pas les anciens couloirs de service. Il ne savait pas que le bureau de papy avait une deuxième porte cachée derrière une bibliothèque, une relique des années 1920. Papy se remettait dans sa propre aile de la maison avec une infirmière à plein temps. Victor et ma mère dormaient dans la suite principale de l'autre côté du manoir. À 2 heures du matin, je sortais de ma chambre. Je prenais les vieux escaliers, ceux que les domestiques utilisaient. J'entrais dans le bureau de papy. Victor avait redécoré. Le vieux bois sombre avait disparu. Maintenant, tout était en verre et en cuir blanc. Ça sentait les produits chimiques et le parfum de Victor, mais il n'avait pas changé l'ordinateur. Il l'avait verrouillé, bien sûr. Mais je suis la petite fille de papy. Je connaissais le mot de passe. C'était le nom de son premier voilier, l'Albatros. J'ai commencé à creuser. Au début, ça semblait juste désordonné. Victor déplaçait de l'argent, beaucoup d'argent. Il consultait son ancienne entreprise, leur payant des millions pour des conseils. Il avait créé un nouveau département de logistique qui ne semblait rien enregistrer. Tout était classé proprement, mais tout était légèrement décalé. Les chiffres étaient faux. Les factures étaient trop propres. Les délais étaient trop parfaits. J'ai passé des semaines à faire ça, chaque nuit de 2 heures à 4 heures du matin. J'entrais, je copiais des fichiers sur une clé USB et je repartais. Je passais la journée suivante à la bibliothèque de l'université, non pas à étudier pour mes partiels, mais à tracer des virements bancaires. Je prenais du retard dans mes cours. Mes amis pensaient que je les ignorais. Je m'en fichais. Je tirais sur un fil. Et un froid mardi soir d'octobre, toute l'affaire s'était filochée. J'ai trouvé un dossier caché sur le disque dur. Il n'était pas dans les fichiers principaux de l'entreprise. Il était dans un dossier intitulé Personnel. À l'intérieur, il y avait un autre dossier, Projet. Mes initiales. J'ai cliqué. Mon estomac s'est noué. Des brouillons de transfert. Des dizaines. Tous rédigés dans un langage juridique dense. Ils transféraient la propriété d'actifs clés de l'entreprise à une nouvelle société holding. Une société dont je n'avais jamais entendu parler. Une société enregistrée aux îles Caïmans. Une société détenue par VM Holdings. Victor. Mais ce n'était pas le pire. J'ai trouvé un autre fichier. C'était un PDF. C'était ma signature. Elle était scannée, numérisée et pratiquée. Il y en avait des pages et des pages, comme un enfant qui apprend à écrire. Emma Anne. Emma Anne. Emma Anne. Il apprenait à copier ma signature. Et puis j'ai trouvé le dernier document. C'était un modèle, une lettre. Elle attendait ma signature. C'était un transfert volontaire d'actifs. C'était une confession légale. Il y était dit que moi, Emma Anne, je me sentais dépassé et pas en mesure de diriger l'entreprise. Il y était dit que je cédais volontairement mon héritage, ma fiducie et toutes mes actions à ma mère, Arahan, et à mon beau-père, Victor, pour qu'il les gère dans mon meilleur intérêt. C'était daté du jour de mon 20e anniversaire, la nuit où ma fiducie devenait légalement mienne. Je suis resté assise là, dans le fauteuil en cuir blanc et froid, et je ne pouvais plus respirer. Il ne prévoyait pas seulement de voler l'entreprise. Il prévoyait de faire comme si je la leur avais donnée. Il prévoyait d'utiliser mon 20e anniversaire, le jour où j'étais censé être libre, comme le jour où il me mettrait en cage. Si je n'avais pas trouvé ça. Si j'avais juste été la fille triste et stupide qu'ils pensaient que j'étais. Ils auraient tout volé. Ils auraient volé mon nom, mon avenir et l'héritage de mon père. Je suis resté assise là longtemps. Le soleil commençait à se lever. J'ai fermé les fichiers. Je les ai copiés.
J'ai effacé l'historique de recherche. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai pris la clé USB et je l'ai scotchée sous mon bureau. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient rouges. Je tremblais, mais la peur avait disparu. Elle avait disparu. Et quelque chose d'autre était là. Quelque chose de froid et de dur. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé à papy endormi au bout du couloir. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse, à moi-même, à eux, s'ils voulaient la guerre, ils l'auraient. Silencieusement. Le lendemain matin, j'étais une personne différente. À l'extérieur, j'étais la même. J'étais la silencieuse Emma. Je portais un pull gris. J'ai attaché mes cheveux en queue de cheval. Mais à l'intérieur, j'étais faite de glace et de fils de fer. Je devais vivre une double vie. Ma vie de jour était pour eux. J'étais la fille obéissante, l'héritière naïve. Je suis allé prendre le petit déjeuner. Bonjour, Victor. Bonjour, maman. Emma, chérie, a dit maman, sans lever les yeux de son vogue. Tu as l'air fatigué. Tu stresses pour tes petits examens. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Eh bien, ne stresse pas, a dit Victor en claquant son journal. Je viens de conclure l'affaire Agi. Nous sommes en hausse de 9%. Il parlait d'une affaire que j'avais étudiée. L'affaire Agi était une imposture. C'était une société écran qu'il utilisait pour se verser de l'argent. J'ai souri. Un grand sourire éclatant et stupide. Waouh, Victor, c'est incroyable. 9%. Tu es si intelligent. Je ne sais pas comment tu fais. Il s'est pavané. Il adorait ça. Eh bien, ce n'est pas facile, ma petite. Il faut un certain instinct. J'imagine, ai-je dit. C'est une bonne chose que tu sois là pour t'en occuper. Je serais tellement perdu. C'est ma fille, a-t-il dit en me tapotant la tête. Ma mère a regardé, et pendant une seconde, j'ai cru voir du soulagement. Elle était soulagée que je sois si facile à duper. Elle voulait que je sois stupide. Cela facilitait son rôle dans tout ça. J'ai mangé mon toast. J'avais un goût de cendre dans la bouche. C'était ma vie de jour. Ma vie de nuit était différente. J'ai pris la clé USB. J'ai fait 3 copies. L'une que j'ai gardée cachée. L'une que j'ai mise dans un coffre-fort de banque. Et la 3e, je l'ai apportée à un homme nommé Monsieur Thorne. Arthur Thorne avait été l'avocat de mon grand-père pendant 50 ans. Il était de la vieille école. Il portait des costumes 3 pièces et croyait en la loyauté. Quand Victor a restructuré, Monsieur Thorne a été la première personne qu'il a essayé de renvoyer. Monsieur Thorne avait simplement dit « Je ne travaille pas pour vous, mon garçon. Je travaille pour Marcus Hahn. Maintenant, sortez de mon bureau. » Victor ne pouvait pas le renvoyer. Son contrat était en béton. Alors Victor l'a simplement ignoré, mis sur la touche. J'ai rencontré Monsieur Thorne dans un petit café du centre-ville, pas un Starbucks, un vieil endroit qui sentait le café brûlé et les vieux livres. Je me suis assise. Je tremblais. Mademoiselle Anne, a-t-il dit, sans sourire. Il ressemblait à un basset triste. Monsieur Thorne. J'ai poussé la clé USB sur la table. Qu'est-ce que c'est? C'est tout, ai-je dit. L'affaire Agi, la société holding au Caïman, le projet. C'est un modèle, Monsieur Thorne. Une lettre à signer le jour de mon anniversaire. Il a branché la clé sur un petit ordinateur portable. Il a lu. Il est resté silencieux longtemps. Son visage, qui était déjà ridé, a semblé se crisper. Il a fermé l'ordinateur. Ce salaud, a-t-il murmuré. Il ne me parlait pas. Il parlait à l'air. Peut-il le faire? Ai-je demandé, d'une petite voix. Peuvent-ils gagner? Monsieur Thorne m'a regardé. Ses yeux étaient vifs, tout comme ceux de papy. Votre grand-père était un homme très intelligent, Emma. Il a mis des clauses dans votre fiducie. Il a mis des murs autour de cette entreprise. Ce que Victor et votre mère font. Ce n'est pas seulement du vol. C'est de la falsification. C'est de la fraude.
C'est une douzaine de crimes. Il s'est penché en avant. Ils ont l'intention, mais ils n'ont pas encore l'action. Ils attendent votre anniversaire. Ils attendent le transfert légal de la fiducie. Alors, que faisons-nous? Contrôlez le papier, a-t-il dit. Mon cœur a bondi. C'est ce que papy disait toujours. Et vous contrôlez le jeu. Nous avons le papier maintenant. Nous avons besoin de leurs voix. Les voix. Nous devons les enregistrer. Nous devons les amener à dire ce qu'ils prévoient. Nous avons besoin de leur intention. Clair comme le jour pour le conseil, pour un juge. Alors, nous avons tendu le piège. Mon 20e anniversaire était dans 3 semaines. Le thème était une soirée en or. Ma mère était obsédée par ça. Je devais les enregistrer. J'ai utilisé l'argent de ma fiducie, la petite partie à laquelle je pouvais accéder, et j'ai acheté un cadeau. Maman, ai-je dit une semaine avant la fête, Je sais que nous avons été bizarres et je suis juste. Je suis si reconnaissante envers toi et Victor d'être intervenus. Elle a semblé choquée. Je vous ai acheté quelque chose pour votre bureau. C'était un cadre photo numérique, très cher, très élégant. Oh, Emma, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. C'est magnifique. C'est de la haute technologie, ai-je dit, la voix tremblante. J'étais une piètre actrice. Il est activé par la voix et il enregistre comme des petits messages pour que vous puissiez, vous savez, vous laisser des messages. Comme c'est gentil, a-t-elle dit, l'air confus. Je vais l'installer pour vous, ai-je dit. Je l'ai installé sur l'étagère juste au-dessus de son bureau, là où ils avaient toutes leurs conversations discrètes. Je l'ai réglé pour enregistrer en continu et pour télécharger l'audio sur un serveur cloud sécurisé et anonyme. Le piège était tendu. La semaine de la fête, je suis allé voir papy. Il était assis dans sa véranda en train de faire des mots croisés. Il avait l'air mieux. Ses couleurs étaient revenues. Vin vertical, a-t-il aboyé. Un loup déguisé en agneau. 8 lettres. Victor, ai-je dit. Il a gloussé. Ça ne rentre pas, mais j'aime bien. Je me suis assise avec lui. Je ne lui ai pas parlé de la clé USB. Je ne lui ai pas parlé du cadre numérique. Je ne voulais pas stresser son cœur. Mais je devais savoir. Papy, ai-je dit, à la fête, qu'est-ce que tu vas faire? Il a posé son stylo. Il m'a regardé. Ce que je vais faire? Rien. Rien. Je vais donner à ma petite fille son cadeau d'anniversaire. Je vais manger du gâteau et je vais regarder. Il a tapoté son doigt sur le bras de son fauteuil. C'est ton jeu maintenant, Emma, pas le mien. J'ai juste préparé l'échiquier. Tu dois jouer. J'ai hoché la tête. J'étais terrifié. J'ai peur de perdre, ai-je chuchoté. Tu ne perdras pas, a-t-il dit. Comment le sais-tu? Il a souri. Et c'était un vrai sourire. Un sourire chaleureux. Parce que tu ne joues pas pour l'argent. Tu joues pour la famille, pour ton père. C'est pourquoi ils perdront toujours. Ils sont avides. Il a montré les mots croisés. Un loup déguisé en agneau, a-t-il dit. J'ai trouvé. Imposteur. Je l'ai embrassé sur la joue. Je t'aime, papy. Je sais, a-t-il dit. Maintenant, va te préparer pour ta fête. Et porte la robe rouge que je t'ai achetée. La bleue est pour les enfants. Je l'ai quittée et je suis allé dans ma chambre. La clé USB était en sécurité. Monsieur Thorne avait les fichiers. Et le cadre numérique. Il téléchargeait de l'audio depuis une semaine. J'avais tout. Le papier, les voix. Le piège était tendu. Les invitations étaient envoyées. La salle de bal était en train d'être décorée en or. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'entrer dans ma propre fête d'anniversaire et de les laisser le déclencher. La salle de bal scintillait. Ma mère s'était surpassée. Tout était en or. Les rideaux étaient en velours filé d'or. Les nappes étaient en satin doré. Même le champagne avait de minuscules paillettes d'or comestibles flottant dedans. Toute la pièce ressemblait à l'intérieur du trésor d'un dragon. C'était magnifique et c'était froid.
Je me tenais en haut du grand escalier, regardant en bas. Les invités étaient une mer de smoking noir et de robes scintillantes. Ils riaient, mais leur rire était aigu et cassant, comme du verre qui se brise. Ils étaient tous là pour voir le transfert de pouvoir. Ils étaient tous là pour me voir. Je n'étais pas la fille naïve en robe bleue. Ce soir, je portais la robe rouge. Papy l'avait fait faire pour moi. Elle était simple, d'un cramoisi profond, et me seyait parfaitement. C'était la couleur du sang. C'était la couleur d'un avertissement. J'avais les cheveux relevés et, pour la première fois, je portais les perles de la famille Anne, celles que ma mère avait toujours voulues. Je me sentais comme une cible. Je me sentais comme une flèche. J'ai descendu les escaliers. Les conversations se sont interrompues. Les gens se sont retournés. J'ai vu les regards. Ils me jaugeaient. Ils voyaient une fille de 20 ans dans une jolie robe. Ils voyaient une victime. Bien. C'est ce que je voulais qu'ils voient. Victor m'a vu. Il se tenait près de l'orchestre, tenant une coupe de champagne. Il m'a souri, un large sourire de prédateur. Il a levé son verre pour porter un toast. J'ai souri en retour, un petit sourire poli. Il pensait que j'étais à lui. Il pensait que j'étais stupide. J'ai trouvé mon grand-père. Il était assis dans un grand fauteuil ressemblant à un trône près de l'avant, observant tout le monde. Il semblait fragile, mais ses yeux étaient en feu. « Tu as porté la robe » a-t-il dit, la voix calme. « Tu m'as dit de le faire. » Bien. Maintenant, souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu ne bronches pas. Tu ne pleures pas. Tu ne leur montres rien d'autre que de la pierre. Ils veulent une fille. Tu leur donnes une reine. J'ai peur, papy, ai-je chuchoté. Je sais, a-t-il dit. C'est pourquoi tu gagneras. Le dîner a été un flou. Plat après plat de nourriture que je ne pouvais pas goûter. J'étais assise à la table d'honneur entre papy et ma mère. Victor était assis de son autre côté. Tu es ravissante, chérie, a dit maman en me tapotant la main. Sa main était froide. Cette robe est un peu mature, n'est-ce pas? C'est une occasion spéciale, ai-je dit. En effet, a dit Victor en se penchant par-dessus ma mère. Une occasion très, très spéciale. Un nouveau départ pour nous tous. J'ai juste hoché la tête, les yeux sur mon assiette. Je pouvais sentir leur confiance émaner d'eux par vagues. Ils n'avaient aucune idée. Ils avaient passé la dernière semaine à parler dans son bureau, leur voix enregistrée, leurs plans mis à nu. Ils se prenaient pour des génies. Ils étaient juste bruyants. À la fin du dîner, les lumières se sont tamisées. Un projecteur a éclairé la petite scène. Mon grand-père. Il s'est levé lentement, s'appuyant sur sa canne. La salle s'est tue. Merci à tous d'être venus, a-t-il dit. Sa voix était vieille, mais elle portait. Nous sommes ici pour célébrer ma petite fille, Emma, mon unique héritière. Il m'a regardé droit dans les yeux. Elle a 20 ans ce soir. C'est un anniversaire spécial dans notre famille. C'est la nuit où la fiducie créée par mon père devient active. La nuit où la nouvelle génération prend les clés du royaume. La salle a applaudi. C'étaient des applaudissements polis et discrets. Je suis un vieil homme, a dit papy. Il m'a fait signe. Emma, viens ici. Je me suis levé. Mes jambes semblaient tremblantes, mais j'ai marché vers lui. Il tenait une petite boîte en velours noir. Il l'a ouverte. À l'intérieur, sur un lit de satin blanc, se trouvait un unique et lourd porte-clés en argent. Gravé dessus se trouvait le blason de la famille Anne, un faucon en vol. C'était la clé maîtresse, la clé de l'entreprise, la clé du coffre-fort principal, la clé de son bureau. Ceci, a-t-il dit en le tenant en l'air, appartenait à mon père. C'était à moi. Et maintenant, il m'a regardé, ses yeux doux, ton avenir, a-t-il dit. Il a pressé la boîte dans mes mains. La salle a applaudi plus fort cette fois. J'ai regardé la clé. Elle était lourde. Merci, papy, ai-je chuchoté. Je me suis retourné pour regagner ma place. Victor était debout. Il a levé sa coupe de champagne. Son sourire était aveuglant. Un beau discours,
Marcus, a-t-il claironné. Un beau sentiment. Une clé, un avenir. Comme c'est symbolique. Il a passé son bras autour de la taille de ma mère. Elle souriait. Ce large faux sourire trop large. Elle semblait ivre de sa propre victoire. Puis elle a dit les mots. Les mots que je savais qu'elle allait dire. Les mots qui ont pétrifié l'air. En fait, papy, a-t-elle dit, sa voix haute et claire comme une cloche, Victor et moi avons une petite annonce à faire. Une petite mise à jour. Papy l'a juste regardé. Il lui avait donné la corde. Nous sommes si fiers d'Emma, a-t-elle dit. Mais nous savons tous que c'est beaucoup. An Industrie est une société mondiale. Ce n'est pas quelque chose un enfant peut diriger. La salle était si silencieuse. Je pouvais entendre la glace fondre dans mon verre d'eau. Alors, a-t-elle dit, pour assurer une transition en douceur, et pour protéger l'entreprise, et pour protéger Emma. Victor prendra la direction des opérations à partir de maintenant. Il sera le nouveau directeur par intérim, avec effet immédiat. Le silence qui a suivi a été le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Il était complet. Il était total. C'était un vide. Tous les sourires étaient figés. Les membres du conseil, les avocats, ils se sont tous contentés de regarder fixement. Le sourire de ma mère a vacillé. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à des applaudissements. Victor a continué à sourire, mais c'était un sourire forcé. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé la femme qui m'avait tenu quand j'étais malade, qui m'avait dit qu'elle m'aimait. Ses yeux étaient durs. Elle me regardait, me défiant de la contredire. Alors, je l'ai fait. Non, ai-je dit. Ma voix était calme. Je suis la propriétaire maintenant. Le visage de ma mère est passé du pâle au rouge, puis à un étrange violet marbré. Elle était furieuse. Elle était embarrassée. Elle m'a fusillé du regard. La mère avait disparu. C'était une étrangère. Alors, va-t'en, a-t-elle sifflé, sa voix basse et pleine de venin. Si tu te bats contre moi sur ce point, tu es dehors. Sors de ma maison. Je n'ai pas bougé. Et c'est là que papy a ri. Ce n'était pas un gloussement. C'était un rire entendu, froid et satisfait. Il lui avait donné la corde, et elle s'était pendue avec. Le rire de mon grand-père a percé le silence glacial. C'était un son froid et aigu. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était le bruit d'un piège qui se referme. Ma mère s'est arrêtée. Son visage, qui avait été tordu de rage, semblait maintenant confus. Père ? Le sourire de Victor avait disparu. Il regardait papy comme s'il voyait un fantôme. Marcus, tu vas bien ? Papy l'a ignoré. Il a continué à regarder ma mère. Va-t'en, a-t-il répété, la voix dangereusement douce. Tu la mets à la porte ? Ta propre fille ? Elle. Elle me défie, a balbutié maman, essayant de reprendre le contrôle. Elle est ingrate. C'est pour son propre bien. Boum. Papy a tapé sa canne sur le sol une fois. Toi, a-t-il dit, tu n'as aucune idée de ce qui est bien. Il a tapé sa canne 2 fois. Boum. Boum. C'était un signal. Je le savais. Monsieur Thorne, qui se tenait près du mur du fond, a hoché la tête. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées. Qu'est-ce que c'est ? A dit Victor, la voix aiguë. Qu'est-ce qui se passe ? Ma mère a attrapé son bras. Père, arrête ça. Tu fais une scène. Oh, c'est vrai, a dit papy. Mais ce n'est pas moi qui vais être embarrassé. Un projecteur caché dans le plafond a pris vie. Il a éclairé le grand mur blanc derrière l'orchestre. Et puis un son, un bip numérique. Le son d'un enregistrement qui commence. La voix de Victor a rempli la pièce. Elle était douce, assurée et pleine d'arrogance. Le vieil homme est un dinosaure. Il est sentimental. Il ne va pas simplement signer la procuration. Nous devons être plus malins. La salle était silencieuse. J'ai entendu quelqu'un retenir son souffle. J'ai regardé Victor. Son visage était blanc.
Il fixait les haut-parleurs comme s'il pouvait les faire fondre avec ses yeux. Puis la voix de ma mère. Froide, pragmatique. Alors, quel est le plan? On ne peut pas attendre qu'il meure. Ça pourrait prendre des années. Un halètement collectif et silencieux a parcouru la pièce. Les membres du conseil, leurs épouses. C'étaient des gens qui connaissaient mon grand-père depuis des décennies. La voix de Victor à nouveau. Nous n'avons pas à attendre. Nous isolons Emma. Nous la faisons passer pour instable. Son 20e anniversaire est la clé. La fiducie lui appartient. Nous la faisons signer un transfert volontaire. Je suis trop stressé, maman, je ne peux pas gérer ça. Victor, s'il te plaît, prends cette compagnie d'1 milliard d'euros de mes mains. Il a ri. Le son de son rire enregistré a résonné dans la salle silencieuse. C'était laid. J'ai regardé ma mère. Elle secouait la tête en murmurant « Non, non, non ». Elle savait. Elle savait ce que c'était. Elle ne signera pas ça, a dit la voix de ma mère. Elle le fera si tu es une bonne mère, a répondu la voix de Victor. Si tu lui dis que tu vas te faire du mal. Si tu lui dis que le stress de l'entreprise te tue. C'est une fille faible et émotive. Elle le fera pour te sauver. Plus de halètement. L'épouse d'un membre du conseil pleurait. Et sa fiducie? Le projet est? A demandé maman. Les modèles sont prêts. Je me suis entraîné à imiter sa signature. C'est parfait. Une fois que le vieil homme signe où, vous savez, à un autre épisode. Emma est dehors. Nous prendrons tout. L'enregistrement s'est arrêté. Le projecteur s'est éteint. Les lumières sont revenues lentement sur une pièce pleine de fantômes. Tout le monde regardait fixement. Pas l'écran, mais ma mère et Victor. Victor transpirait. Son costume cher semblait déplacé. Son visage était luisant. C'est faux, a-t-il balbutié, sa voix se brisant. C'est truqué. C'est illégal. On ne peut pas enregistrer quelqu'un dans sa propre maison. Oh, c'est ma maison, mon garçon, a dit papy, sa voix glaciale. Pas la tienne. Il s'est redressé, plus droit que je ne l'avais vu depuis des années. Il n'avait pas besoin de la canne. Et ce n'est pas truqué. Ça vient d'un cadre photo numérique. Un cadeau pour ma fille. Il a regardé maman. Son visage était une ruine. Le mascara commençait à couler. Et ce n'est pas illégal, a poursuivi papy, quand c'est utilisé pour prouver un complot criminel, ce que M. Thorne m'a assuré que c'est le cas. M. Thorne s'est avancé depuis l'ombre. C'est une preuve, a dit papy, la voix pleine de dégoût. La preuve de votre cupidité, de votre trahison. Il a regardé Victor. Tu es entré dans ma maison. Tu as mangé ma nourriture. Tu as essayé d'empoisonner ma famille. Tu as essayé de voler ma compagnie. Et tu as essayé de détruire ma petite fille. Il a tourné le dos à Victor, le dos à ma mère. Il m'a fait face. Toute la salle regardait. C'était le véritable transfert de pouvoir. Ses yeux étaient clairs. Il passait le flambeau. Emma, a-t-il dit, sa voix calme mais pleine de force. Termine-le. Je me suis avancé. La robe rouge ne me donnait plus l'impression d'être une cible. Elle me donnait l'impression d'être une armure. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas regardé Victor. J'ai regardé les membres du conseil d'administration. J'ai regardé les hommes et les femmes qui détenaient le véritable pouvoir quotidien dans mon entreprise. Ils avaient l'air pâles. Ils avaient l'air malades. Ils avaient l'air effrayés. Effrayés que cette pourriture se soit propagée. Effrayés d'y être associés. Je me suis tenu à côté de mon grand-père. Ma mère a raison, ai-je dit. Ma voix était calme. Elle ne tremblait pas. J'ai été surprise de la clarté de son son. La tête de ma mère s'est relevée d'un coup. Elle avait une lueur d'espoir. Elle pensait que j'allais la sauver. An Industrie est une société mondiale, ai-je dit en me tournant vers le conseil. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas une tirelire personnelle. C'est un héritage. C'est l'héritage de mon père.
c'est l'œuvre de la vie de mon grand-père. Et c'est mon avenir. J'ai regardé Victor. Il me fixait, les yeux pleins de haine. Le masque était tombé. C'était le vrai homme. Toi, ai-je dit, tu m'as appelé une fille faible et émotive. J'ai levé le porte-clés en argent. La lumière l'a attrapé. Tu avais tort. Je me suis retourné vers le conseil. Vous avez entendu l'enregistrement. Vous avez entendu l'intention. Maintenant, je vais vous montrer l'action. Monsieur Thorne s'est placé à mes côtés. Il tenait une mallette en cuir. Il l'a ouverte sur la table. Il n'en a pas sorti un ou deux documents. Il en a sorti des piles. Ceci, ai-je dit, est le projet. Un plan pour falsifier ma signature sur un document qui me dépouillerait de mon héritage. Monsieur Thorne a placé un dossier sur la table. Sur le projecteur, il a mis une comparaison côte à côte, ma vraie signature légale et les fausses. Celle que Victor avait pratiquée. Ceci, ai-je dit, est la société holding, VM Holdings, enregistrée aux îles Caïmans. Une coquille, un fantôme. J'ai désigné un homme à la table de devant. Monsieur Davis, vous êtes notre directeur financier. Avez-vous approuvé le transfert de 10 millions d'euros à une société de conseil inconnue le mois dernier? Monsieur Davis avait l'air d'aller être malade. Victor a dit que c'était pour l'affaire Agi. Il a dit que c'était sensible. Il n'y a pas d'affaire Agi, ai-je dit. Voici le virement bancaire. Voici le numéro de compte. Et voici, Monsieur Thorne a posé un autre papier, la propriété de ce compte. Victor Monsieur Price. Victor a bondi. Toi. Petite. Il s'est avancé vers moi, mais la sécurité de Papy, deux grands hommes en costume noir, ont été plus rapides. Ils l'ont attrapé, un de chaque bras. Ils l'ont tenu. Il était piégé. Voici, ai-je continué, ma voix froide, chaque signature falsifiée, chaque compte caché. Chaque dollar que vous avez déplacé, chaque loi que vous avez enfreinte. Monsieur Thorne a disposé les dossiers un par un. C'était une montagne de preuves. C'était une tombe. Vous n'avez pas seulement essayé de me voler, ai-je dit en regardant Victor. Vous avez volé l'entreprise. Vous avez volé les actionnaires. Vous avez volé tout le monde dans cette pièce. Je me suis tourné vers le conseil. Mon grand-père est toujours le président. Je suis l'unique héritier et, à partir de minuit ce soir, l'actionnaire majoritaire. Nous convoquons un vote d'urgence, ici et maintenant. Monsieur Thorne a pris la parole. Un vote pour démettre Arahan et Victor Price du conseil d'administration, de l'entreprise et de tout accès, avec effet immédiat. Tous ceux qui sont pour. Toutes les mains dans la salle se sont levées. C'était instantané. C'était impitoyable. La motion est adoptée, a dit Monsieur Thorne, d'une voix neutre. Non. A crié ma mère. C'était un son mince et terrible. Non, vous ne pouvez pas. Je suis sa fille. C'est mon argent. Mon argent. Il n'a jamais été question d'argent, a dit Papy, la voix pleine de tristesse. Faites-le sortir, ai-je dit à la sécurité. Ils ont commencé à traîner Victor vers la porte. Il se débattait, se tordant. Tu paieras pour ça, Emma. Tu ne t'en sortiras jamais comme ça. Je crois que je viens de le faire, ai-je dit. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes en grand, mais ce n'était pas seulement la sécurité. Les flashs des appareils photo ont crépité. J'avais appelé la presse, pas les tabloïds, le Wall Street Journal, Forbes, le Financial Times. Ils attendaient dehors. Ils avaient été alertés d'un changement majeur de direction chez An Industries. Ils ont tout vu. Ils ont vu Victor, un homme qui avait fait la couverture d'un magazine financier le mois dernier, être traîné dehors comme un criminel ordinaire. Ils ont vu ma mère effondrée sur le sol, sa robe vert émeraude enroulée autour d'elle, sanglotant. Ils ont vu le conseil d'administration debout comme des soldats de pierre. Et ils m'ont vu, 20 ans, dans ma robe rouge, tenant les clés du royaume. Les flashs ont crépité. Flash. Flash. Le son était comme un nouveau genre d'applaudissement. L'empire qu'ils avaient essayé de voler était maintenant à moi, et le monde entier le savait. La salle s'est vidée rapidement.
Les membres du conseil sont partis, un par un, s'arrêtant pour me serrer la main ou celle de mon grand-père. Leur visage était sombre. Ils étaient en mode gestion de crise. Ils ont offert leur soutien. Ils ont promis leur loyauté. C'étaient des rats, mais maintenant, c'étaient mes rats. La presse a été raccompagnée à l'extérieur. Monsieur Thorne s'en est occupé. Il a fait un pas de commentaires calme et ferme. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Les photos racontaient toute l'histoire. L'orchestre a remballé. Les serveurs ont débarrassé les coupes de champagne. Bientôt, les seules personnes qui restaient dans l'immense salle de bal dorée en ruine étaient moi, mon grand-père et elle. Ma mère était toujours par terre, mais elle avait bougé. Elle avait rampé ou trébuché jusqu'au grand escalier. Elle était assise sur la marche du bas, ses chaussures enlevées, son visage enfoui dans ses mains. Ses sanglots s'étaient arrêtés. Elle était juste assise là, une reine brisée sur un trône de marbre froid. Papy m'a regardé. Il était fatigué. La colère était partie. Il avait juste l'air vieux. Va, a-t-il chuchoté. Tu dois finir le travail. J'ai hoché la tête. Il s'est retourné et a laissé son infirmière le guider hors de la pièce. J'étais seul avec elle. J'ai traversé le sol vide. Mes talons claquaient, le son résonnant. Clic, clic, clic. Je me suis arrêté à quelques mètres d'elle. Elle a levé les yeux. Je l'avais vue en colère. Je l'avais vue faussement heureuse. Je l'avais vue stressée. Je ne l'avais jamais vue vide. Son visage était une épave. Le mascara était strié de rivières noires sur ses joues. Son rouge à lèvres chair était étalé. Sa coiffure parfaite se défaisait. Elle paraissait, pour la première fois, son âge. Elle m'a juste regardé fixement. Ses yeux étaient rouges. Tu as tout détruit, a-t-elle chuchoté. Sa voix était rauque. Je suis resté là. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de triomphe. Je me sentais juste froid et fatigué. Non, ai-je dit doucement. Je l'ai sauvé. Sauvé? A-t-elle craché. Sauvé? Tu m'as humilié. Tu as retourné mes amis contre moi. Tu. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu es un monstre, tout comme lui. Elle parlait de papy. Je suis un monstre? Ai-je demandé. Ma voix ne s'est pas élevée. Je n'ai pas essayé de voler une entreprise. Je n'ai pas essayé de droguer mon père. Je n'ai pas essayé de falsifier la signature de ma fille. Je n'ai pas. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Sa lèvre a tremblé. Une nouvelle larme, noire de mascara, a roulé sur sa joue. Je l'ai fait pour nous, a-t-elle chuchoté. C'était le mensonge le plus triste que j'ai jamais entendu. Je l'ai fait pour nous, a-t-elle dit plus fort maintenant, essayant d'y croire. Tu ne vois donc pas? Lui. Victor. Il était fort. Il pouvait nous protéger. Ton grand-père, il est vieux. Il est faible. Il allait mener l'entreprise à la ruine. Je devais la protéger. Pour notre avenir. Pour ton avenir. Mon avenir? Ai-je dit. Mon avenir était un document légal que vous alliez me faire signer. Mon avenir, c'était toi et Victor m'envoyant dans une maison de repos parce que j'étais instable. Point. Il a dit ça, mais il ne le pensait pas. Il le pensait, ai-je dit. Et toi? Tu ne l'as pas arrêté. Tu l'as laissé faire. Tu es restée assise là, dans ton bureau, et tu as planifié mon exécution. Ma propre mère. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Il m'aimait, a-t-elle dit, sa voix un gémissement d'enfant. Il m'aimait. Non, maman, ai-je dit, et le mot maman semblait étrange. Il avait le goût du poison. Il ne t'aimait pas. Il aimait le nom Anne. Il aimait l'argent. Et toi? Tu aimais le contrôle. Elle a tressailli. C'était le mot. C'était la vérité. Tu aimais être Madame Anne. Tu aimais les fêtes, le pouvoir. Mais papy ne t'a jamais donné l'entreprise. Il me l'a donné à moi. Il l'a donné à la fille de papa. Et toi?
Tu ne pouvais pas le supporter. Tu ne pouvais pas supporter que j'ai le pouvoir et pas toi. Ce n'est pas vrai, a-t-elle chuchoté. Si, c'est vrai, ai-je dit. Tu ne l'as pas fait pour nous. Tu l'as fait pour le contrôle. Et tu as perdu. Je l'ai regardé, affalé sur les escaliers. C'était la femme qui m'avait lu des histoires pour m'endormir. C'était la femme qui avait embrassé mes genoux écorchés. Elle n'était plus là. Cette femme était morte. Cette étrangère était tout ce qui restait. J'ai senti une piqûre dans mes yeux. Les larmes que je n'avais pas versées de toute la nuit. Je ne pleurais pas. Pas ici. Pas pour elle. Je t'aimais, ai-je dit, ma voix se brisant juste un peu. Je t'aurais tout donné. Je voulais juste ma maman. Elle a levé les yeux, ses yeux grands ouverts. Elle n'avait rien à dire. Je lui ai tourné le dos. Je l'ai laissée assise là, sur le grand escalier, seule dans la salle de bal sombre, froide et vide, de la même manière qu'elle m'avait laissé seule pendant des années. Mon grand-père est décédé 2 mois plus tard. Ce n'était pas une crise cardiaque. C'était juste le temps. Son corps était épuisé. Il est mort dans son propre lit, dans la véranda, en regardant les jardins. Je lui tenais la main. L'entreprise a été un chaos pendant ces 2 mois. Je travaillais 20 heures par jour. Monsieur Thorne était à mes côtés. Nous faisions le ménage. Nous annulions les contrats de Victor, renvoyions ses employés et luttions contre les poursuites judiciaires. C'était une guerre. Mais chaque jour, de 16h à 17h, je m'asseyais avec papy. Nous ne parlions pas des affaires. Nous ne parlions pas de ma mère. Nous faisions des mots croisés. Nous parlions de mon père. Nous parlions de son premier voilier, l'Albatros. Le dernier jour, il était faible. Il ne pouvait pas tenir le stylo. Emma, a-t-il chuchoté. Sa main semblait faite de papier. Je suis là, papy. Bien, a-t-il dit. Il a serré ma main. Ses yeux étaient clairs. Maintenant, tu comprends. Comprendre quoi? Ai-je demandé, la voix étranglée. Ce que signifie la famille, a-t-il chuchoté. Ce n'est pas le sang, Emma. Ne les laisse jamais te dire que c'est le sang. Il a pris une inspiration. C'est la loyauté. Il a serré ma main une dernière fois, puis il est parti. L'entreprise a grandi, plus forte que jamais. Je n'étais pas mon grand-père. Je n'étais pas un requin. Mais j'étais la fille de mon père. J'étais honnête. Et j'étais l'élève de mon grand-père. J'étais loyal. Le conseil d'administration a appris à me faire confiance. Je ne dirigeais pas par la peur. Je dirigeais avec des faits. Victor est allé en prison. Fraude, détournement de fonds, une douzaine d'autres charges. Il a écopé de 8 ans. Ma mère, elle, a disparu. Monsieur Thorne s'est occupé du divorce. Elle a tout signé. Elle a pris un règlement. Elle était toujours une femme très riche, mais elle n'était pas une âne. Elle ne faisait pas partie de l'entreprise. Elle ne faisait pas partie de ma vie. J'ai vendu le grand manoir, la salle de bal, l'escalier. Il était plein de fantômes. J'ai emménagé dans un Pantouse en centre-ville, plus près du bureau. Mais parfois, quand je conduis tard, je passe par l'ancien quartier. Je passe devant la vieille maison. Une nouvelle famille y vit maintenant. Mais parfois, je crois la voir. Une ombre à la fenêtre. Une femme dans une belle robe qui regarde un monde qui n'est plus le sien. Je me souviens de cet anniversaire. J'ai 20 ans dans une robe rouge. Je me souviens de la nuit où son pouvoir, tout son bruit, ses rires et sa colère se sont finalement tus. Et je me souviens de la nuit où le rire de mon grand-père, dans cette pièce froide et silencieuse, est devenu justice.